Bon, d'abord, c'est un vieux projet, un vieux projet de longtemps. Le cours d'histoire-géographie, dans l'ancien programme, posait la question de l'expérience combattante, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et aussi l'expérience combattante des civils pendant la Première Guerre mondiale, et bien sûr sous la Seconde Guerre mondiale par rapport à la résistance, à la déportation, à la politique d'extermination des nazis envers les juifs d'Europe, les tziganes. Cet univers de répression, d'oppression, les élèves me disent « et qu'est-ce qu'on fait cette année ?» Et j'ai ressorti ce vieux projet d'aller sur le front de 14-18, Péronne, Chemin des Dames, Verdun. Puis après, on basculait carrément sur la Seconde Guerre mondiale avec le Struthof et d'aller jusqu'à Strasbourg, la construction de l'Union européenne. Moi, dans ce musée, déjà, ce qui m'a marqué, c'est la disposition. J'ai bien aimé comment le musée était fait, en fait, parce qu'il était très captivant. Alors, il n'y a pas un objet spécifique qui m'a particulièrement ému, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est toutes les pièces d'art patriotique qu'on a pu voir, parce que ça montrait vraiment tout ce côté mise en scène, entre guillemets, de la guerre, du point de vue de l'arrière, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout la même image des soldats, du conflit, c'était de la propagande en fait, littéralement. Et du coup, oui, ça m'a beaucoup marqué d'avoir ce point de vue-là exposé à ce point-là dans le musée. Moi, ce qui m'avait particulièrement frappé, c'est la salle où on voit plusieurs armes d'époque qui sont toutes au sol et encore dans l'état où elles ont été laissées en fait, à la fin des combats. Donc toutes rouillées, trouées, avec, on le voit en fait, la façon vraiment dont elles ont été abandonnées. Et c'était assez marquant de voir la façon dont ces armes ont tué quand même beaucoup de gens. Oui, les tenues, c'était toutes les tenues, mais très particulièrement celles des infirmiers, des infirmières. On voyait tous leurs matériaux, les tenues, et ça m'a marqué. Et je suis restée beaucoup autour, les regarder précisément. Je pense qu'à Péronne, ce qui m'a le plus marqué, c'est justement pas forcément les objets qu'on voit en vitrine, mais il y a un endroit où c'est vraiment des vestiges en fait, qu'on retrouve sur le champ de bataille, des casques, des fragments d'obus. On voit les casques complètement déchiquetés, les fragments d'obus qui ont vu passer le temps et qui sont maintenant couverts de rouille. Et je pense que c'était ça le plus marquant, de voir vraiment les vestiges du passé qu'on peut voir. C'est pas comme si on était directement sur le front, mais on voit qu'il y a quand même plus d'un siècle qui est passé d'ici là. Donc il faut savoir que j'avais déjà fait ce musée avec le SNU, donc je l'ai redécouvert et la première fois que j'avais visité ce musée, j'avais pas du tout fait attention à la salle d'Autodix et entre-temps j'ai travaillé sur Autodix dans mes cours d'allemand, donc j'ai pu redécouvrir cette salle et c'est sans doute la salle qui m'a le plus marquée parmi toutes les salles parce que j'avais des contextes et des connaissances que je n'avais pas la première fois où j'y suis allée. C'était un artiste que je connaissais déjà avant de partir au voyage, mon père m'en avait parlé, etc. Et j'aime beaucoup ce qu'il faisait et du coup le fait qu'ils avaient dédié une salle entière à lui, avec toutes ces heures qu'il avait pu faire en rapport avec les gueules cassées, etc. J'ai trouvé ça super beau. Il a un style très particulier et qui reflète bien l'horreur de la guerre à ce moment-là, avec tous les personnages représentant les gueules cassées, ce côté très déconstruit, complètement bombardé, et vraiment de cet aspect de destruction massive. Je trouve que ces dessins sont assez marquants, parce qu'ils montrent l'horreur de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Et ces dessins, ils étaient affichés en grand dans une salle exprès dédiée à lui.
Et du coup, moi, c'est vraiment ces dessins qui m'ont le plus marqué. Bon, vous connaissez tous l'histoire sur la Première Guerre mondiale, vous avez lu ça dans les manuels, l'attentat de Sarajevo, puis l'engrenage des alliances. Bon, on connaît tout ça. Mais il ne faut pas oublier que la guerre, c'est un nouveau partage du monde entre les puissances. On ne peut pas vraiment imaginer ce qui s'est passé, mais le fait d'être en fait, devant les tranchées, un peu qui sont restées presque intactes, moi ça m'a montré qu'elles étaient très étroites, très profondes, et l'atmosphère elle était très pesante. Je trouvais ça impressionnant en fait de retourner sur les traces des soldats et de se retrouver justement dans ces tranchées. D'ailleurs, il y avait un travail de scénographie qui était très bon, enfin très bien fait. Cette passerelle qui nous fait passer dans les tranchées. Et ouais, c'était assez impressionnant. C'était vraiment un peu étrange, mais pas tant étrange que ça, parce que en fait, on se dit pas quand on est sur les lieux, on se dit ça s'est vraiment passé, mais d'une pensée lointaine. On se dit pas vraiment que ça s'est passé, on se dit ah ça s'est passé ici. On se rend pas compte de l'enfer des tranchées parce que justement encore une fois le temps il a fait son œuvre et maintenant des tranchées où on marche dedans où ça fait globalement 50 cm, 1 mètre, eux ils étaient à quasiment presque 2 mètres sous terre dans la boue avec les rats. Je dirais que c'était très intéressant de voir que il restait beaucoup de choses, mais que la nature avait quand même repris elle avait repris le devant. Il faut s'imaginer à l'époque ce que c'était, et aujourd'hui on a un point de vue qui est complètement bouleversé par la nature bucolique, par l'endroit qui est complètement aujourd'hui vide en apparence de toute trace de combat. Vous avez reconnu l'animal, qui est un animal qui est symbole de courage, de bravoure. On est sur quelque chose où il s'est passé vraiment des choses horribles, atroces. J'étais un peu impressionné par le fait que le temps a vraiment imprégné les lieux, parce que quand on voit des images d'archives de tranchées, on voit vraiment que les soldats ils sont submergés par la terre, le niveau du sol est au-dessus d'eux, alors que là quand on les a vus, on voyait bien que c'était quand même très recouvert, malgré le fait qu'il y avait des bosses, etc. Les élèves ont bien montré une chose, c'est l'impossibilité de la reconstruction. Ils y sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain, ils savent des choses. Ils ont lu. Il y a eu le cours. Mais au bout du compte, on ne peut pas s'imaginer. Ça, c'est une structure mentale très importante. C'est l'enfer. Ça ne se raconte pas, ça se vit. On aura tout vu. Ces ventres béants ou le rat mort. Ces visages livides, ces corps gelés, sur les cadavres la vermine. Une odeur épouvantable que nous ne connaissions pas. Toutes ces horreurs sans nom qui nous environnent ne sont rien à côté de celles qui se préparent. De temps à autre, on croise un groupe sombre. C'est un camarade ou plusieurs, couchés dans quelques coins emboués, et qui gagnent, tandis qu'un infirmier les pense, ou qui ne disent rien, parce qu'ils sont morts. Mon camarade sur le dos, moi sur le côté, nous nous endormons. Tout à coup, un tir de barrage éclate tout près et un obus tombe juste au-dessus de nous. Alors pour nous, le bombardement devient lointain.
Comment se fait-il que des populations ont pu tenir, endurer? Comment se fait-il que des soldats ont pu endurer autant de souffrances, autant de morts, de blessés pendant 4 ans? Est-ce par nationalisme ou par le fait qu'il y a des codes d'honneur envers ses camarades? Il y a deux thèses qui s'opposent. La thèse de Péronne, qui met en avant le nationalisme, globalement, et la thèse de Craon, qui met en avant les structures psychiques, psychologiques du soldat, voire des populations. Et on le voit très bien dans un ouvrage que j'ai demandé aux élèves de lire, qui est Les Mémoires de guerre de Barthas. Alors le chemin des dames, j'en avais déjà entendu parler, vu on avait déjà évoqué le sujet en histoire avec Monsieur Caro. Je connaissais déjà l'histoire de par mon grand-père qui m'en avait déjà parlé. Donc le chemin des dames, oui, je savais ce que c'est parce qu'on a fait une chanson en 3e sur le chemin des dames, donc on a dû faire des renseignements, donc je savais, en fait, je savais ce que c'était avant la guerre, mais je savais pas vraiment que ce chemin avait servi pour la guerre. En fait, c'est impressionnant parce que le chemin des dames, en fait, ça a été complètement, la nature a totalement repris ses droits sur le chemin des dames. Et donc, il y a un contraste assez intéressant entre justement ce relief au sol qui est une marque de l'histoire, des tranchées et des bombardements. Et en même temps, il y a la nature qui a repris ses droits par-dessus et ça donne presque une belle vision, enfin, ça a presque un aspect poétique. Ça m'a vraiment passionné, parce que le guide aussi nous a bien expliqué quelle place cette bataille elle avait dans l'histoire de France. Vous allez parler, j'espère, vous parlerez de ce chemin des lames et de la caverne du dragon. Vous verrez que dans votre entourage, ça sera inconnu. Le chemin des dames, il est très peu connu parce que c'est une grande défaite en fait. C'est pas du tout une grande victoire comme le disent les romans nationaux comme Verdun. Là pour le coup, ça a juste été un massacre sans nom, une boucherie inutile. Donc souvent les propagandistes de l'époque n'en parlaient pas. Après-guerre, on a essayé d'étouffer le truc, de ne plus trop en parler, même si c'est beaucoup resté dans la mémoire des soldats comme un tournant, quelque chose de très important, parce que justement il y a eu les mutineries, il y a eu beaucoup ont perdu des camarades là-bas, des membres de leur famille. Donc le chemin des dames, ça reste un monument dans l'histoire de la Première Guerre mondiale, mais on le connaît beaucoup moins justement parce que les médias, le gouvernement ne va pas en faire sa gloire, étant donné que nous n'avons pas gagné et que ça ne sert pas à un discours qui peut être assez belliqueux, combatif et de vaincu. Notre guide, il était superbe, vraiment, il a expliqué d'une manière incroyable, j'ai vraiment appris beaucoup de choses avec lui. Et j'ai trop aimé visiter cette caverne avec ce guide-là. Vous verrez à Craon, il y avait l'ancien village, vous verrez ça à Verdun. Donc les Français et les Anglais essayent de bousculer les Allemands, on ne le sait pas encore, mais le front ne bougera pas après plusieurs années. Moi, ce qui m'a marqué, c'était surtout les objets un peu de la vie quotidienne. On voyait des bouteilles d'alcool, on voyait des tables, de la nourriture, etc. Et je sais pas, ça m'a un petit peu marqué. C'était assez particulier. Ouais. La caverne du dragon, c'est ce côté de grotte très poreux, nous met tout de suite dans une autre ambiance que des monuments en plein air ou des champs de bataille qui sont maintenant devenus des choses assez normales, j'ai envie de dire. Et c'est un site qui est hyper intéressant à découvrir, qui est très très riche de
plein d'éléments qui traitent de la vie des soldats, de leur perception de la guerre, du matériel utilisé. C'est vraiment un site incroyable à visiter. Tout de suite, on est rentré dedans. Au début, je regardais partout, je regardais les objets qui avaient été mis. Et c'est plus on avançait, plus je ressentais une certaine ambiance et plus j'étais dedans dans ce qu'on nous racontait. Dans nos cours d'histoire, on en apprend beaucoup sur les victoires. En fait, on n'apprend que ça. Avant le voyage, je ne savais même pas que la France avait eu une bataille, une défaite. Et donc, justement, c'est encore une fois, je pense pourquoi aussi ce moment m'a beaucoup marqué, parce que c'était une défaite de la France et j'ai pu en savoir plus sur la guerre que je ne le savais déjà. Caverne du Dragon, chemin des Lames Bleus, le surnom vient du XVIIIe siècle, quand les filles du roi Louis XV, Adélaïde et Victoire, sont venues pour aller voir leur ancienne gouvernante au château de la Bauve. L'ancien Craonne qui était complètement dévasté. Quand on est monté justement dans cette espèce de tour un peu pour regarder l'horizon et voir de plus haut ce qui restait du coup de la ville de Craonne, c'est-à-dire plus rien, et c'était c'était un point de vue très intéressant parce qu'on prenait de la hauteur sur l'espace, sur l'environnement et sur ce qui s'était passé. Ce qui m'a beaucoup marqué justement, c'est l'apparente invisibilité de ces vestiges, qui sont cachés car la nature a repris ses droits, c'est normal, mais cette contradiction en fait entre les mémoriaux qui sont omniprésents, les cimetières de soldats qui sont là pour faire perdurer la mémoire, et en même temps cette absence de scène, j'ai envie de dire, comme si ça n'avait pas existé finalement. C'est cette impression d'irréalité en fait. On a l'impression que c'est resté dans les livres d'histoire et des fois c'est un peu perturbant. Franchement, c'est une expérience qui était très enrichissante et qui, à mon avis, tout le voyage le sera puisqu'on n'a pas encore fini. Mais je regrette absolument pas d'y être allée, que ce soit dur ou pas. L'important pour moi, c'est quand même qu'on se souvienne que ces choses-là se sont passées et ne pas les reperpétuer. Ce qui est intéressant de la Première Guerre mondiale, c'est qu'après, et Barthage le montre très bien, c'est qu'après les flonflons de août-septembre 14, les soldats étaient méprisés. Je me souviens, Barthas, et mon oncle m'en parlait aussi, à un moment donné, l'arrière continuait à faire la fête, continuait une vie normale, et que Barthas, dans son train qui le ramenait chez lui dans le pays de Languedoc, Roussillon, dans Roussillon, a passé sa nuit devant les WC du wagon. Personne ne lui a donné sa place. Moins de lettres de femmes qui étaient sans doute des marraines des soldats en 14. On voit ça à Péronne. On voit ça à Péronne. Il m'écrivait au départ et puis de plus en plus, il y a ce détachement par rapport à ce que vivaient les soldats.
été très bien reconstruite au présent, mais qu'on sentait quand même qu'il y avait des endroits où la guerre, on sentait que c'était passé par là. Il y avait ce monument où ça se voyait, il était très grand, avec des figures très grandes. On sentait que la guerre était très importante ici. On n'a pas vraiment l'impression qu'il s'est passé quelque chose, parce que du coup maintenant elle est totalement reconstruite. Enfin, on ne se doute pas qu'il s'est passé des telles choses dans cette ville. Partout où on marche, on sent l'histoire, on la sent et on ressent l'atmosphère aussi. Après, le fait d'être en groupe, tout ça, c'est pas forcément ce qu'on a ressenti en premier, mais en fait, tout de suite quand on se rappelle de ce qui s'est passé, tout de suite quand on se rappelle de là où on marche, il y a quand même une sensation un peu étrange qui s'installe, je pense. Donc oui, c'était la première fois que j'allais à Verdun. Et c'est une très belle ville. Franchement, j'ai beaucoup aimé la ville. C'est une belle ville historique. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils mettaient en avant quand même, et c'est un peu logique, tout le passé que cette ville a pu avoir. On ne pourrait pas se rendre compte en fait de tout ce qui s'est passé là-bas parce que maintenant la ville actuelle, elle a été complètement rénovée et c'est une sorte d'activité portuaire vu qu'il y a un canal, il y a des sortes de péniches et ouais, en plus le contexte dans lequel on était, il faisait beau, on a pique-niqué au bord du canal et donc effectivement on ne pouvait pas se rendre compte comme ça de tout ce qui s'était passé, de toute l'histoire qu'il y avait derrière cette ville. La ville en elle-même, j'ai l'impression, ne porte plus, c'est normal, les traces des combats, mais c'est une impression très normale finalement. C'est une ville aujourd'hui qui est presque banale, j'ai envie de dire, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes, et notamment les mémoriaux qu'on a vus, et on voit quelle place a la guerre dans l'histoire de cette ville. Tout de suite, quand on est rentré dans la première salle, en fait, tout était sombre. C'était comme si on était vraiment plongé dans l'histoire. Et moi, ça m'a fait réaliser que c'était le quotidien en fait, des soldats. Je pense que c'était l'effet voulu aussi, que ce soit sombre. Il y avait une atmosphère qui faisait presque peur et très angoissante. On est tous rentrés dans le musée, dans la première salle. Et tout de suite, il y a eu comme un premier silence qui s'est installé. Quand on était en bas, en fait, il y avait des écrans qui étaient placés sur 3 niveaux. Et le guide nous avait expliqué du coup que c'était pour reconstituer ce que les soldats voyaient dans les tranchées, puisque du coup, ils ne voyaient pas totalement. Et en fait, on voyait des vidéos du coup juste avec des éclats d'obus, des fumées. Et du coup, ça m'a vraiment marqué parce que je me dis que à l'époque, du coup, ils voyaient presque rien au moment de ce qui se passait avec les éclats d'obus, la fumée et tout ça. Oui, moi, ce qui a attiré mon attention plusieurs fois, c'était les cuisines à roulettes. Donc, c'était vraiment des espèces de chariots à roulettes avec une grande cuve. Et en fait, il y avait un repas pour 3 jours pour plein de soldats. Donc, et ça m'a assez interloquée de me dire qu'en fait, ils mangeaient à partir d'une cuve. La scénographie en elle-même de tout le musée, c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué, parce que ça a justement été réfléchi pour, dès l'entrée, n'avoir aucune source de lumière extérieure. Et plus on monte dans le musée, plus on s'aperçoit que les fenêtres sont plus grandes, que la lumière peut rentrer plus facilement. Donc ouais, cette scénographie qui a été pensée justement pour symboliser le manque d'espoir et le retour de cet espoir pour les soldats, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué au-delà des objets qui eux-mêmes étaient très intéressants, et c'est ça qui est super avec ce musée, c'est qu'il est extrêmement riche de plein de sources. Alors moi, dans ces visites-là, moi ce que je regardais le plus, particulièrement dans cette visite, c'était tous les dessins, toutes les aquarelles, toutes les peintures qui avaient été produites par les soldats qui étaient dans les tranchées, ou même les rescapés après la guerre, qui ont essayé de représenter ce qu'ils avaient vécu. Parce que je trouvais intéressant de se rendre compte de
la vision des soldats après la guerre, qui relataient leurs souvenirs à travers des illustrations, des dessins, des aquarelles. C'était la façon dont ils s'occupaient, la façon dont ils s'occupaient à l'arrière. J'en ai appris plus de ce que je savais déjà. Le fait qu'ils avaient des jeux, enfin les jeux qu'ils inventaient pour à l'arrière. Et justement à l'arrière, c'était un endroit très convoité par les soldats qui étaient sur le front. Et c'est vraiment là où ils pouvaient vraiment se reposer, prier, penser à leur famille, essayer de, parce que sur le front ils étaient vraiment des monstres, ils devaient tuer les personnes qui étaient devant eux. Et donc à l'arrière ils étaient reposés, ils retrouvaient cette humanité qu'ils avaient perdue sur le front. Donc je pense que les salles, ou du moins les pièces, enfin les salles, les endroits qui m'ont fait apprendre sur l'arrière, je pense que c'est ceux que j'ai beaucoup aimés. Les gueules cassées. À un moment, on voit des images de gueules cassées, des reportages d'époque. On les voit essayer de reprendre une vie quotidienne avec souvent une main en moins, des béquilles, avec tout un tas de systèmes très ingénieux pour avoir des prothèses. Notamment, je me rappelle de quelqu'un qui faisait ses chants et qui, à la place de sa main, avait juste une faux pour faire ses chants. C'était assez impressionnant de voir tout ça et surtout que collé à ces vidéos d'archives, on avait les objets, les prothèses. Donc on voit surtout de l'après-guerre comment les soldats vont réussir à reprendre une vie normale dans ce musée. C'était très très grand, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grand et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'informations à l'écrit en fait, parce que quand on arrive dans le musée, on voit qu'il y a beaucoup d'explications sur plein de choses et je pense que si on prend le temps de tout faire dans l'ordre, etc., ça peut vraiment prendre des heures entières et il faut prendre une journée et je trouve ça très bien qu'il y ait autant d'informations à propos de ça. Au début, j'étais pas trop dedans, puis j'ai commencé à explorer, puis je me suis assise avec mes amis et on a mis un casque où ils racontaient des lettres, des lettres qui ont été de soldats qui ont été récupérés. Et en fait, c'est là que ça m'a plongée dedans parce que je me suis rendu compte des choses qui se passaient, que c'était pas juste il y a cet objet-là, il a ça, voilà. C'est vraiment quelqu'un a vécu cette histoire-là, quelqu'un a vécu des choses traumatisantes. Et du coup, toute ma visite après, elle a été influencée par ça. Et après, en continuant, j'ai vu un casque où il y avait un trou. Et c'est là où je me suis dit, quelqu'un a porté et quelqu'un est mort avec cet objet-là. Et du coup, c'était plus impactant. Une odeur infecte nous prend à la gorge dans notre nouvelle tranchée. Il pleut à torrents et nous trouvons des toiles de tentes fichées dans les parois. Le lendemain, à l'aube, nous constatons que nos tranchées sont faites dans un charnier. Les toiles de tentes cachaient la vue des corps et des débris. Au bout de quelques jours, et le soleil aidant, les mouches nous envahissent. L'appétit a disparu. Les hommes ont le teint cireux et les yeux cernés. Je crois n'avoir jamais été aussi sale. C'est pas ici une boue liquide, comme dans l'Argonne. C'est une boue de glaise, épaisse et collante, dont il est presque impossible de se débarrasser. Les hommes se brossent avec des étrilles. Par ces temps de pluie, les terres des tranchées, bouleversées par les obus, s'écroulent un peu partout, en mettant au jour des cadavres dont rien, hélas, si ce n'est l'odeur, n'indiquait la présence. Partout des ossements et des crânes. Pardonnez-moi de vous donner ces détails macabres, ils sont encore loin de la réalité.
la construction, je savais que c'était le point de bascule. Globalement, ceux qui allaient au Struthof étaient essentiellement des nuits brouillards. Donc des opposants politiques à l'Allemagne nazie. Le Struthof, c'est le camp central, mais vous avez aussi une immense ramification de camps annexes, qu'on appelle les commandos, qui étaient à la fois de part et d'autre du Rhin. Alors pourquoi le Struthof? Parce que le Struthof a été annexé par l'Allemagne par l'armistice signé par Pétain et Hitler en juin 1940. Donc il est intégré au Reich allemand nazi et se constitue obligatoirement une multitude de camps dans le Reich. Bon, Mauthausen était en Autriche, en Pologne. Je rappelle que Auschwitz est d'abord un camp de concentration avant d'être un centre d'extermination, enfin, plutôt un centre de mise à mort immédiat. Pourquoi Struthof? C'est parce que Himmler voulait avoir une carrière de granit rose, enfin de pierre. D'ailleurs comme le Mauthausen, d'ailleurs c'est à peu près la même chose. Et puis après, avec le développement à partir de 1942 de la politique d'armement allemande à un niveau supérieur, donc on va utiliser cette main-d'œuvre pour produire de l'armement. Je sais que j'ai mon arrière-arrière-grand-père qui est décédé à Auschwitz. Et du coup, moi, personnellement, ça m'intéresse. Je trouve que c'était plus marquant de le visiter parce qu'on se rend vraiment compte de l'horreur qui s'est passée là-bas que juste regarder des reportages. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, moi qui avais déjà été l'année dernière au camp de Mauthausen, en entrant, je ne pensais pas que l'atmosphère elle serait aussi pesante parce qu'en fait, j'ai réalisé que le contexte était totalement différent de ce qu'on avait fait, de les raisons pour lesquelles j'étais allée à Mauthausen, et que là, il était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre. Et voir un vrai faux crématoire, par exemple, ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir sur les horreurs qui s'étaient produites. Et oui, c'était beaucoup plus sombre que ce que j'aurais pu penser. J'ai pas envie de dire qu'on s'y habitue parce que ce serait complètement faux. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a bouleversé quand je suis rentré dans ce camp. C'est que je pensais avoir déjà vu, à travers les cours d'histoire, même à travers quelques visites, ce que c'était que l'horreur concentrationnaire du système nazi. Mais au moment où j'ai posé un pied dans l'enceinte de ce camp-là, j'ai compris que justement j'avais rien compris de ce que signifiait vraiment être déporté dans ce genre de camp. C'est vraiment une horreur absolue, c'est bête à dire comme ça, mais on se rend vraiment compte que ces lieux sont encore pétris de souffrance et on en ressent encore les échos, c'est ça qui est très marquant, surtout au Struthof, car ils ont laissé certains vestiges qui ont été reproduits. Par exemple, il y a toujours la potence qui trône au centre des plateaux qui ont d'ailleurs été même terraformés par les détenus. J'avais déjà visité un camp l'année dernière, mais le fait d'en revoir un et en France, c'était tellement différent. En fait, dès qu'on est rentré dans le camp, déjà j'ai ressenti, on a tous ressenti la même chose, je pense, une atmosphère pesante. Et on a tous arrêté de parler dès qu'on a mis un pied dans le camp. Et c'était comme si aucun mot pouvait sortir de nous. Vraiment, tout le groupe était juste silencieux et il n'y avait rien qui sortait parce que c'était tellement lourd d'émotions. Et il y avait un paysage magnifique pourtant tout autour, mais c'était pas possible de parler. Et je pense que ça montre bien que le lieu, il était très pesant. Et moi, ce qui m'a marqué dans le camp, c'était vraiment le paysage autour. C'est-à-dire que même quand on est sortis, on a un peu tous respiré
Et en fait, on parlait pas. En fait, le silence, il s'est installé naturellement. Et juste, on regardait autour la nature, les paysages qui étaient magnifiques. Et ça nous a fait réaliser, enfin moi en tout cas, je me suis demandé mais comment c'est possible, à côté de une nature si belle, de faire des horreurs comme ça, inhumaines, en fait. L'année dernière, on est allé au camp de concentration de Mauthausen, en Autriche. Et c'était absolument pas pareil que le Struthof, c'était complètement différent. Le Struthof, il n'y a pas tous ces murs de granit, c'est vraiment des barbelés. Et donc en fait on se rend compte que vraiment les hommes étaient parqués comme des animaux genre dans ce camp. Et tous les miradors qui sont encore autour du camp, ça donne une ambiance assez lugubre. On a l'impression encore d'être observé limite. Donc pour moi, les camps de concentration, c'était Mauthausen, c'était la Pologne, tout ce qu'on sait encore une fois depuis, tout ce qu'on nous apprend depuis la 6e. Et donc là, de voir un vrai camp de concentration et en plus le seul en France, pour commencer, je pensais, comme la plupart des Français, que la France a été résistante. On sait maintenant que c'est faux, que pendant la guerre, avec le régime de Vichy, c'était vraiment le contraire. Et quand on voit que ça a vraiment eu lieu, de se dire qu'il y a vraiment des Juifs qui ont été déportés, des Tziganes qui ont été déportés, des homosexuels qui ont été déportés pour juste pour quelque chose qui sont pas vraiment, qu'ils ne contrôlent pas forcément en eux. Et c'était vraiment, ça m'a touchée. C'était très difficile de faire ce camp de concentration. Heureusement qu'on était entourés. Je pense que j'aurais pas pu le faire toute seule parce que c'était vraiment émouvant de se dire que je marche sur les pas de personnes qui ont dû mourir et qui ne sauront jamais pourquoi ils sont morts, ou du moins qu'ils le savent mais qui se disent c'est pas une raison de mourir tout simplement. Donc ça m'a vraiment beaucoup émue et touchée. Le Struthof, bien que du coup j'ai été préparé, je suis allé à Mauthausen du coup l'année dernière, c'était très particulier parce que je m'y étais intéressé mais assez vaguement, parce que c'est le seul camp de concentration en France. Mais ce qui était vraiment différent au Struthof, c'est que là ça laissait place aux expériences en fait. C'était tout le côté de l'Annenherbe qui est globalement l'organisme de la SS qui s'occupe des sciences germanistes, ils appelaient ça, les sciences germanistes et folkloriques, pour voir la supériorité de ce qu'ils appelaient la race aryenne. Et pour le coup, au Struthof, oui, ça a été très différent de ce qu'on voit dans les livres et de voir où ça s'est déroulé. Je pense notamment aux salles d'expérience qu'on voit, où il y avait un certain docteur Hirke qui procédait à des expériences, notamment sur le gaz. Et c'était assez impressionnant de voir ces lieux qui sont assez froids. Franchement, on rentre dedans, c'est bétonné, c'est très froid. On voit la salle d'autopsie, qui est terrible, qui a été vraiment pensée pour être le plus pragmatique et le plus efficace possible. Franchement, on voit la salle d'anatomie avec tout est fait pour, et c'est glaçant. C'est vraiment glaçant, et surtout quand on est descendu après à la chambre à gaz, voir cet endroit-là qui paraît normal, c'est dans une ancienne salle des fêtes de Natzweiler, et c'est assez prenant, on s'y attend pas du tout. Et l'ambiance dans la chambre à gaz, surtout qu'elle a été réaménagée, etc., par ce fameux docteur Hirke, c'est assez étrange. J'ai déjà été dans un camp l'année dernière à Mauthausen, sauf que c'était très rapide et il y avait beaucoup de bruit, donc j'avais pas réussi à me mettre dedans. Et là, on était petit comité, déjà on est rentré, on a vu la porte d'entrée qui était très impressionnante, puis après on a marché, puis ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on est rentré dans un baraquement, on n'était pas beaucoup, une dizaine peut-être, et on a marché, il y avait des courants d'air froid qui nous met dans l'ambiance, puis on arrive et on voit du coup juste un four, on tourne autour, et c'est là que ça m'a marqué, que je me suis pas sentie très bien, je me rendais compte des choses, et quand je suis sortie, c'est là qu'en fait j'ai enfin ressenti quelque chose dans un camp, et que ça m'a marqué, et ça a fait qu'ensuite on était plus liés pour faire la suite de la visite.
comportement au travail. Il faut se présenter au travail avec des chaussures propres. La présentation au travail doit se faire le matin après le coup de sifflet au moment de l'appel. Elle doit se faire le plus vite possible. Chacun doit se rendre au lieu qui lui a été indiqué, par ordre de taille, et attendre en silence. Toute conversation sera sanctionnée. Le départ doit se faire au pas, en adoptant une allure militaire, les bras et les doigts raides étendus. Chacun doit être attentif aux ordres. À l'ordre, former les commandos de travail. Chacun doit se rendre dans le commando qui lui a été désigné. Je fus affecté à la carrière par le SS Wolfgang Sauss, chef du camp des détenus, avec une recommandation à Büttner, chef du commando. Le détenu crèvera au travail. À la carrière, scénario habituel de la mort lente. Une série de brouettes débordant de granit, chargées sans répit par des détenus qu'il fallait pousser au pas de course à longueur de journée sous les coups de matraque des capots et sous la surveillance de Büttner, assis sur une brouette renversée. Après quelques semaines, je fus victime d'un accident de travail. Un bloc volumineux de granit descendant à grande vitesse du roc surélevé toucha ma jambe gauche. Incapable de marcher, je fus reconduite au camp en brouette poussée par un autre détenu luxembourgeois, volontaire courageux. Après avoir été soigné par des médecins détenus politiques, je fus affecté au commando des tisserands, vu l'incapacité de marcher. Cependant, dès mes premiers pas de convalescent, Sauss en personne vint m'ordonner de retourner à la carrière. Le travail de mémoire, le travail d'histoire a été fait. Ce qui peut nous différencier des autres situations politiques à l'échelle mondiale, c'est que par le travail des historiens, les Européens de l'Ouest ont regardé leur passé en face. Je pourrais parler de la colonisation, je pourrais parler de la Première Guerre mondiale comme de la Seconde Guerre mondiale. On a regardé le passé en face. Et obligatoirement, les mentalités changent. Il faut pas semblant de marcher, vraiment en fait. Ah ouais, t'as raison. Donc là on est devant la cathédrale de Reims, dans la ville de Reims, donc une première cathédrale mondiale, parce que c'est la plus belle de France. André, qu'est-ce que tu peux ajouter à ce propos? Alors je trouve cette cathédrale vraiment très jolie. Elle est assez grande et elle est très propre. Ça se voit qu'elle a été rénovée récemment. Et on peut aussi noter que c'est la cathédrale où tous les rois de France ont été sacrés
Donc le premier, c'était Clovis en 492, une date assez historique. On peut aussi parler des vitraux. Et bah ces vitraux ont été faits par l'artiste Marc Chagall, donc c'est assez stylé. Le musée est assez petit, donc au début on ne se rend pas vraiment compte de ce qui s'est passé, mais dès qu'on rentre dans la fameuse salle de réédition, là c'est impressionnant, on voit toutes les cartes, on a l'impression d'être vraiment à l'instant T, de voir les généraux signer cette capitulation. C'est vraiment impressionnant, on a vraiment l'impression d'y être et on se rend beaucoup plus compte du poids de cette décision, des cartes, parce qu'on voit du coup tout le centre de l'état-major, ce qui est assez particulier, parce que du coup justement on n'a pas l'habitude de voir des lieux où rien n'a été touché quasiment. J'ai un avis assez particulier parce que quand je suis arrivée donc dans la salle où il y avait encore la table, les chaises, les cartes sur les murs, tout ça, j'ai été un peu étonnée parce que je me suis dit que c'était quand même un moment clé de l'histoire. Et je ne m'attendais pas à voir une salle aussi simpliste, parce que même s'il y avait il y avait encore la table intacte, les chaises, etc. Mais je trouve que l'espace il était quand même simpliste, mais on ressentait qu'il y avait une histoire, qu'il s'était passé vraiment quelque chose d'important dans ce lieu-là. Mais donc j'ai trouvé ça très intéressant que ce soit cet aspect un peu controversé de la simplicité du lieu, mais d'importance de l'événement. Le musée était assez bien fait. Il y avait justement tous les objets de l'époque, tous les costumes, tous les vêtements, les armes, et donc c'était assez impressionnant de les voir toutes réunies. Ça nous mettait vraiment dans le contexte du voyage. Et ouais, la table aussi, enfin l'espace de la salle, c'était comment dire, c'était un peu perturbant de se dire que c'était dans cette salle qu'avaient été prises toutes les décisions. J'étais très impressionnée par les cartes, je les ai beaucoup regardées, j'ai regardé tout autour de moi, c'est très impressionnant. Et puis de voir juste la table, j'étais pas très, enfin ça m'a pas marqué, mais c'est quand il y avait une petite affiche juste en bas où on voyait du coup une photo. Et c'est là qu'on se dit ah oui, c'est vraiment passé quelque chose ici. J'ai beaucoup ressenti l'impact que la décision a eu au niveau national, international, mais c'était surtout lié à toutes les pièces annexes, aux cartes, aux explications, qui font vraiment ressentir l'impact des décisions prises par un petit nombre de personnes. Mais en soi, c'est pas les quelques chaises qui ont bouleversé, c'est plutôt l'impact général que ça a eu. Quand on s'imagine, c'est assez frappant. On sentait qu'il y avait quand même de l'histoire qui était restée dans le lieu. Et les cartes aussi rajoutaient un peu au fait que la save, elle avait l'air beaucoup plus grande que ce qu'elle était. On avait l'impression d'entrer dans une autre dimension. C'est là où les grands personnages de ces guerres ont été mis en commun pour essayer d'arranger et d'avoir une paix en Europe. Puis on en a parlé avec Monsieur Caro, et il a pris le temps de bien nous dire tout ce qu'il fallait savoir sur cette salle. Il nous a aussi, parce qu'il y a des écritures, on nous dit un peu ce qu'il y a, mais c'est un musée où on fait librement, donc si on ne prend pas le temps de regarder, on ne sait rien vraiment de ce qui se passe. Et donc c'est pour ça que c'était vraiment intéressant d'y aller avec un prof d'histoire, parce que Monsieur Caro nous a bien expliqué tout ce qui s'est passé, et on peut le remercier pour ça.
pourquoi pas Strasbourg? Pourquoi pas Strasbourg? Puisque Strasbourg est le lieu de la réconciliation franco-allemande. C'est une ville qui a subi, je dirais, les aléas de tous les conflits. Alors là, on est à Strasbourg, devant la cathédrale. On a eu un temps de quartier libre où on a pu décompresser après la matinée de ce matin. C'est vrai qu'on a l'habitude d'étudier ça dans les manuels d'histoire. Et pour nous, ça reste que des images finalement. Et là, d'y aller vraiment sur le terrain, c'est vrai que c'était impressionnant parce que ça tout se concrétise en fait. J'attendais le Parlement européen, vraiment, c'était le high point de ce voyage.
sur le peu qu'on a pu visiter, j'ai adoré. J'ai passé mon temps à regarder ce qu'il y avait à droite, à gauche. J'étais fascinée par cet endroit parce que c'est un endroit que je connais en parallèle de ma spécialité AGGSP. Donc on en parle souvent et c'est un endroit où il y a eu beaucoup de décisions, où des prix Nobel ont été, des prix ont été donnés. C'est un endroit justement qui, je pense, toute la Terre, toute l'Europe en tout cas, est au courant de cet endroit. Et le fait que j'ai pu le visiter, c'était vraiment une opportunité grandiose. Et encore une fois, je remercie le voyagiste, je pense, pour cette opportunité. Donc oui, ça m'a beaucoup, j'ai vraiment aimé. J'étais vraiment fascinée par cet endroit et j'espère un jour pouvoir y retourner. C'était un endroit que je connaissais de nom et un peu, voilà, je savais un peu qui y allait pour travailler, etc. Et le fait d'y être réellement, j'ai trouvé ça super bien parce que c'est un endroit, je pense, qu'il faut faire quand même quand on peut le faire. Quand on a l'occasion, il ne faut pas hésiter parce que c'est déjà beau visuellement quand on est dans la salle, mais c'est aussi un moyen d'en apprendre plus sur ces sujets politiques-là. Et donc franchement, non, faut y aller quand on en a l'occasion et ça permet d'en apprendre plus. Quand je suis rentrée dedans, mes réactions que j'ai, je pense, dit une dizaine de fois, c'est quand même vachement grand. On sait pas trop, il y a des trucs que je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'était que c'était immense et que je fais SES, donc on nous en parle un peu. Et là, c'est de voir que c'est grand et se rendre compte que en fait, il se passe des choses importantes à cet endroit-là et que c'est très important pour l'avenir de pouvoir rassembler des grands dirigeants de plusieurs pays pour prendre des lois pour pas que ça se reproduise. Étant un grand fan d'Arte, je savais forcément ce qu'était le Parlement européen, mais être au Parlement européen, c'est très différent parce que justement, après avoir vu les horreurs de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, on rentre en plein dans la réconciliation franco-allemande et dans la paix en Europe, qui est maintenant très complexe avec ce qui se passe en Ukraine et à d'autres situations géopolitiques européennes. Et c'était assez impressionnant, franchement, de voir d'être là-bas. En plus, il y a toute une surveillance, ça met directement dans le mood d'avoir son petit badge, etc. C'est très très bien gardé. Et d'être à ces endroits-là où il y a beaucoup de décisions à l'heure actuelle qu'on voit souvent dans les journaux, à la télé, dire voilà, un tel a pris position au Parlement européen, un tel fait ceci au Parlement européen. C'est assez intéressant de voir enfin le lieu où se décide la majeure partie de nos lois, etc. européennes. Être dedans, être dans un lieu comme ça, c'était une expérience assez inédite. Se dire que c'était ici que se décidaient des choses vraiment très importantes et qu'on y était. Nous, on était là, on avait la chance de pouvoir en apprendre plus sur la façon dont ça se déroule en Europe. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une chance inouïe, voire inespérée. C'est une expérience scientifique, pédagogique, humaine. Elle a ses insuffisances, mais elle aura obligatoirement ses réussites. Et je pense fondamentalement ce que, d'abord, ils vont garder, ces élèves, qu'ils vont partager aux autres. Et surtout, je pense au futur terminal. Et puis, ce qui est important, c'est la restitution à la fois finale, et nous verrons l'année prochaine. Pour rattacher à ce qui se passe en ce moment, c'était très important de se rendre compte que tout ça n'est pas fini finalement, parce que d'une certaine manière, les guerres ont toujours lieu, ça c'est évident, et même en Ukraine actuellement.
des situations sont encore très proches de ce qu'ont vécu les Européens au XXe siècle en Europe de l'Ouest. Et c'est justement ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire que quand certains Ukrainiens viennent visiter aujourd'hui les sites de la Première Guerre mondiale, ils font un parallèle évident avec leur situation actuelle et en soi c'est dramatique et c'est pour ça que mon intérêt en est renforcé et c'est pour ça que je pense que c'est plus que primordial. On a pardonné les gouvernements qui ont fait ces massacres, mais on n'oublie pas les gouvernements qui ont fait ces massacres, on n'oublie pas que ça s'est passé. On sait, il faut que ces guerres restent dans les programmes scolaires parce que je pense que sans l'école, j'aurais jamais su, ne serait-ce qu'une partie de la guerre, que ce soit positif ou négatif. Et je pense que sans ce voyage aussi, je n'aurais pas su qu'il y avait des parties négatives de la France dans ce voyage. Donc oui, on pardonne, on n'oublie pas et on essaye d'avancer malgré tout. C'est vraiment de prendre conscience de ces choses-là. En fait, ça va forcément influencer notre position politique plus tard et notre vote, parce que le vote est important pour faire entendre sa voix. Et donc je pense que pour pouvoir voter, il faut avoir pris conscience de toutes ces choses-là pour pouvoir vraiment comprendre et faire en sorte qu'il ne se repasse plus des horreurs pareilles. Il ne faut jamais oublier le passé. En fait, tout simplement, il ne faut jamais oublier. Et si ça s'est passé, c'est qu'il y a une raison, mais il ne faut jamais reproduire et il faut toujours en parler. Il ne faut jamais arrêter d'en parler parce que l'oubli, je pense que c'est la pire des choses. Oublier, c'est vraiment la pire des choses. Il faut continuer d'en parler toujours et ne jamais arrêter pour ne jamais oublier. Je pense que c'est très important. Faites vraiment un maximum de voyages, que ce soit à échelle nationale ou internationale dans le monde entier. Il y a des trucs ultra intéressants partout et qui permettront de vous ouvrir au monde de manière beaucoup plus poussée que si vous n'en faites pas en fait. Parce que ne pas en faire, vous resterez juste bloqué dans quelque chose que vous ne pourrez pas découvrir. Il ne faut pas oublier le passé et de continuer à se souvenir. C'est important justement de se souvenir de tout ça et qu'il faut continuer à faire perdurer la mémoire et continuer à ne pas oublier toutes les victimes qui ont pu décéder à cause de ces guerres. Pour que ça ne s'oublie jamais, parce qu'il ne faut pas oublier ce genre de choses et il faut que, en s'en souvenant, empêcher que ça se reproduise. Je pense que c'est le message qu'ont déjà transmis les poilus après la guerre, qu'ont déjà transmis les déportés après l'enfer des camps. C'est de lutter pour la paix, contre des nationalismes qui voudraient simplement nous faire croire qu'on est meilleur que les autres, essayer d'avoir de la cohésion et surtout rester optimiste vis-à-vis de l'avenir, même si des guerres, ça arrive, il y en a, il faut lutter contre. Toujours penser à tous ces serments que se sont faits, que ce soit les déportés, les poilus, je pense au serment de Mauthausen, qui appellent à lutter contre les personnes, les dictatures, la guerre, le nationalisme, pour la paix, pour la cohésion internationale entre humains, parce que c'est ce que nous sommes fondamentalement. Et ça, je pense que c'est vraiment le message qu'ils ont tous dit après être sortis de cet enfer, c'est plus jamais ça. Oui, monsieur.